Au cœur du récit transmis se trouve une scène conçue comme un véritable séisme institutionnel. La reine Camilla quitte brutalement une réunion après avoir découvert qu'elle n'a pas simplement perdu une élection interne liée à la Royal Foundation, mais qu'elle n'aurait jamais été admise parmi les candidats. Catherine, princesse de Galles, aurait obtenu la confiance des administrateurs, tandis que Camilla aurait été écartée en amont pour des raisons touchant à la gouvernance, à l'indépendance de la fondation et à sa manière d'exercer l'autorité. Le texte développe ensuite une confrontation beaucoup plus vaste opposant Camilla à William, à Catherine, au roi Charles III et aux responsables de la fondation. Il faut cependant distinguer clairement la narration du document et les faits publiquement établis. Le fichier ne fournit ni document officiel vérifiable, ni déclaration publique authentifiée, ni référence permettant de confirmer les dialogues privés, le scrutin ou les mémorandums qu'il décrit. L'intérêt journalistique du texte réside donc surtout dans ce qu'il cherche à symboliser. La confrontation entre le prestige du titre et la légitimité acquise par le travail, entre les solidarités familiales et les règles de gouvernance, mais aussi entre deux conceptions de la monarchie contemporaine. Tout commence par une nuance administrative qui, dans le récit, prend immédiatement la dimension d'un séisme politique et personnel. Camilla n'aurait pas simplement perdu un vote face à Catherine. Son nom n'aurait jamais figuré parmi les candidats autorisés à se présenter. Cette différence peut sembler technique, mais elle change profondément la nature de l'événement. Perdre une élection signifie avoir été reconnu comme légitime, avoir été examiné, puis finalement rejeté par une majorité. Être déclaré inéligible signifie tout autre chose. L'institution considère que les conditions nécessaires pour participer au processus ne sont pas remplies. Pour une reine qui pensait entrer dans la salle afin d'entendre sa nomination confirmée, le choc ne pouvait donc être seulement politique. Il devenait également symbolique, presque existentiel. Le récit insiste d'ailleurs sur ce point. Camilla ne découvre pas qu'elle a échoué. Elle découvre qu'elle n'a jamais été considérée comme réellement admissible. C'est précisément cette humiliation qui donne toute sa force à la première partie de l'histoire. Depuis des décennies, Camilla aurait travaillé à transformer son image publique. Longtemps associée aux années les plus douloureuses de la relation entre Charles et Diana, elle a progressivement occupé une place plus officielle, puis plus centrale, jusqu'à devenir reine aux côtés de Charles III. Dans cette logique, accéder à une fonction dirigeante au sein d'une grande structure caritative liée à la famille royale pouvait représenter bien davantage qu'un simple nouveau titre. Cela aurait constitué une forme de consécration institutionnelle, la preuve qu'elle n'était plus seulement l'épouse du souverain, mais une figure capable d'exercer une autorité propre. Le poste décrit dans le document est d'ailleurs présenté comme loin d'être cérémoniel. Il donnerait accès aux choix stratégiques de la fondation, aux partenariats, aux priorités de financement, ainsi qu'à des programmes représentant plusieurs millions de livres. Autrement dit, la question ne porte pas seulement sur le prestige. Elle porte sur le pouvoir de décider, d'orienter, de choisir et d'imposer des priorités. Pour Camilla, ce siège aurait donc symbolisé quelque chose de particulièrement important. La possibilité de transformer son rang royal en influence institutionnelle durable. Mais c'est précisément là que se situe le cœur du conflit. Le récit oppose deux conceptions de la légitimité. D'un côté, Camilla semble considérer que son statut de reine lui donne naturellement une place prééminente dans les organisations liées à la couronne. De l'autre,
Les administrateurs défendent l'idée qu'une fondation doit fonctionner selon ses propres règles et que même le rang royal le plus élevé ne peut pas remplacer les procédures de gouvernance. Cette opposition devient immédiatement explosive parce qu'elle touche à une question fondamentale. Jusqu'où le prestige monarchique peut-il se transformer en pouvoir réel? La scène de la réunion illustre parfaitement cette tension. Lorsque le secrétaire annonce que le vote est terminé et que Catherine a obtenu la majorité, Camilla ne réagit pas immédiatement. Elle regarde les documents, puis pose une question simple. Charles savait-il? Cette interrogation change brutalement la dynamique. L'histoire cesse d'être uniquement celle d'une institution contre une candidate écartée. Elle devient une crise de confiance au sein même de la famille royale. L'absence de Charles à cette réunion renforce encore le malaise. Le roi aurait dû être présent, mais se serait retiré peu avant le début de la séance. Pour Camilla, cette absence pouvait difficilement sembler anodine. Si Charles savait ce qui allait être annoncé, pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi l'avait-il laissé entrer seule dans une pièce où elle allait apprendre une décision aussi humiliante? Était-il simplement soucieux de respecter l'indépendance de la fondation, ou avait-il choisi de se protéger lui-même d'une confrontation conjugale? Le silence de la salle devient alors presque plus important que les paroles. Dans le récit, personne ne veut répondre trop vite. Cette hésitation nourrit immédiatement les soupçons. Camilla comprend qu'elle ne fait pas face à une simple décision administrative improvisée. Quelque chose a été préparé en amont. Certaines personnes étaient au courant. D'autres ont choisi de ne pas l'informer. Puis elle remarque la signature de William sur les documents. Ce détail fait basculer la situation dans une autre dimension. Jusqu'alors, Camilla pouvait encore imaginer qu'elle faisait face à une décision purement technique des trustés. La présence du nom de William lui suggère que l'héritier du trône a au moins validé ou formalisé le processus. Dès cet instant, l'exclusion prend l'apparence d'un affront familial autant qu'institutionnel. Pourtant, le récit introduit rapidement un nouvel élément destiné à complexifier cette lecture. L'origine de l'exclusion ne se trouverait ni chez William, ni chez Catherine, ni même chez les administrateurs. Elle remonterait plusieurs mois en arrière à un déjeuner de travail organisé à Kensington Palace. Ce détail est essentiel parce qu'il transforme complètement le sens du conflit. La question n'est plus seulement qui a empêché Camilla d'obtenir le poste. Elle devient qu'a-t-elle fait auparavant pour que son éligibilité soit remise en question? Lors de cette réunion, Camilla aurait proposé de réorienter une part importante d'un fonds déjà consacré aux familles vers une nouvelle campagne d'alphabétisation placée sous la responsabilité de 2 conseillers issus de sa propre maison. Sur le papier, le projet pouvait sembler défendable. Promouvoir la lecture et l'éducation relève clairement d'une mission caritative légitime. Mais le problème résidait ailleurs. Les fonds en question avaient déjà été promis à un programme de Catherine consacré à la petite enfance. Et plusieurs familles dépendaient déjà de cet engagement. Les administrateurs auraient alors refusé de modifier brutalement l'affectation des ressources. Leur argument était simple. Une organisation caritative ne peut pas déplacer des financements déjà engagés uniquement parce qu'une personnalité plus haut placée dans la hiérarchie royale souhaite lancer une autre initiative. Ce refus marque le premier affrontement direct entre prestige royal et autonomie institutionnelle. Camilla aurait répondu que son statut de reine lui donnait la capacité de redéfinir les priorités des projets, portant le nom de la monarchie. Les administrateurs, au contraire, auraient rappelé
que la fondation ne fonctionnait pas selon les règles du palais, mais selon celles de ses trustés. À ce moment précis, ce qui avait commencé comme un différend budgétaire devenait une bataille de souveraineté. Qui décide réellement? La reine parce qu'elle est reine, ou le conseil parce qu'il est légalement responsable de l'organisation? Cette question est au centre de tout le chapitre. Catherine, selon le récit, aurait attendu la fin de la réunion avant de parler directement à Camilla. Elle lui aurait expliqué que supprimer les fonds déjà promis signifierait abandonner des familles qui avaient organisé leur quotidien autour de ces services. Camilla aurait balayé l'argument en affirmant que Catherine devait faire la différence entre ses projets personnels et les priorités plus vastes de la couronne. Cette remarque est particulièrement révélatrice. Elle suggère que Camilla ne considère pas seulement le désaccord comme un conflit de financement, mais comme une question de hiérarchie. Dans sa vision, Catherine demeure princesse de Galles, tandis qu'elle-même est reine. Le rang devrait donc déterminer, au moins en partie, l'ordre des priorités. William intervient alors, toujours selon la narration, lorsque les voix commencent à monter. Il soutient clairement Catherine et affirme que le travail de son épouse ne sera pas démantelé uniquement pour créer de nouvelles responsabilités à des conseillers privés. Camilla interprète cette réaction comme une preuve supplémentaire qu'elle est toujours considérée comme extérieure au noyau familial, malgré son mariage avec Charles. Mais le véritable danger apparaît après la réunion. Les minutes officielles consignent les échanges et mentionneraient notamment une menace visant à remplacer certains trustés récalcitrants. Si ce détail est pris dans la logique interne du récit, il change radicalement la perception de Camilla. Elle ne serait plus seulement une personnalité frustrée par une décision. Elle apparaîtrait comme quelqu'un prêt à modifier la composition même de l'organe chargé de contrôler la fondation afin d'obtenir une ligne plus favorable. C'est alors qu'intervient l'élément le plus explosif, l'alerte venue de son propre entourage. Un membre senior de son équipe aurait contacté confidentiellement la direction de la fondation pour prévenir que le bureau de la reine préparait déjà une liste de remplaçants potentiels pour les trustés jugés trop résistants. Si cette information est centrale dans le récit, c'est parce qu'elle détruit l'hypothèse d'une simple conspiration orchestrée par William ou Catherine. Lorsque l'alerte vient de l'intérieur même du camp de Camilla, l'affaire prend une toute autre dimension. Le problème n'est plus seulement celui d'une rivalité entre deux femmes. Il devient celui de la gouvernance, de la concentration du pouvoir et des limites que des collaborateurs eux-mêmes estiment nécessaire de défendre. Catherine aurait ensuite remarqué plusieurs noms d'administrateurs barrés en rouge sur des documents abandonnés après la réunion. William, en les voyant, comprendrait que le conflit ne porte plus sur un seul programme. Il s'agirait désormais d'une tentative possible de remodeler l'organisation autour d'une nouvelle chaîne de loyauté. Et c'est là que le chapitre atteint sa véritable profondeur politique. Le récit met en scène une monarchie moderne, obligée de séparer trois choses longtemps confondues: le rang, la confiance et l'autorité. Le rang peut être accordé par le mariage ou la succession. La confiance, elle, se construit progressivement. Quant à l'autorité institutionnelle, elle dépend de règles que même les membres les plus élevés de la famille royale ne peuvent théoriquement contourner sans conséquence. Camilla entre donc dans cette crise en pensant que son exclusion constitue une humiliation personnelle. Mais plus les documents apparaissent, plus la situation semble raconter quelque chose de différent. L'institution ne remet pas seulement en question sa personne. Elle cherche à protéger une frontière.
Cette frontière est simple, mais fondamentale. Être reine ne signifie pas automatiquement être propriétaire des structures qui travaillent autour de la monarchie. C'est précisément cette idée qui prépare la suite du conflit. Car lorsque Camilla quitte finalement la salle, elle ne cherche pas immédiatement Charles. Elle veut parler à William. Face à lui, elle devra comprendre si elle a été victime d'une manœuvre familiale ou si elle s'est elle-même placée en dehors des critères exigés par l'institution. Et cette confrontation va transformer une crise administrative en véritable bataille autour de l'avenir du pouvoir royal. Et cette confrontation va transformer une crise administrative en véritable bataille autour de l'avenir du pouvoir royal. Car après avoir quitté la réunion, Camilla ne se dirige pas immédiatement vers Charles. Dans le récit, elle choisit d'abord William. Ce choix n'est pas anodin. Il montre que, dans son esprit, le prince de Galles n'est plus seulement le fils de son mari ou l'héritier du trône. Il est devenu l'un des principaux visages de l'ordre institutionnel qui vient de lui fermer la porte. Entre eux, le conflit ne porte donc plus seulement sur un siège au sein d'une fondation. Il oppose deux conceptions de l'autorité, deux générations, et surtout deux manières de comprendre ce que signifie appartenir au cœur de la monarchie. William l'attendrait dans une petite pièce du palais, loin des secrétaires, des avocats et des conseillers. Les documents du vote sont disposés entre deux fauteuils, comme si les papiers eux-mêmes devaient parler à la place des personnes. Camilla arrive avec le mémorandum d'éligibilité en main et exige une explication. Pourquoi son nom a-t-il été écarté avant même que les administrateurs ne puissent voter? Pourquoi William a-t-il apposé sa signature sur un processus qui, à ses yeux, nie la place même de l'épouse du souverain? La réponse de William est froide dans sa formulation, mais essentielle dans sa signification. Il lui explique qu'il ne l'a pas retirée d'un bulletin déjà validé. Elle n'aurait jamais atteint l'étape du vote parce que le comité chargé d'examiner les candidatures aurait estimé qu'elle ne remplissait pas les critères d'indépendance et de gouvernance exigés par la Fondation. Autrement dit, William tente de déplacer le débat du terrain personnel vers celui des règles. Pour lui, du moins dans la logique du récit, la question n'est pas de savoir si Camilla mérite le respect dû à une reine. Il s'agit de déterminer si une personne ayant tenté d'influer sur des financements déjà engagés, puis envisager le remplacement d'administrateurs récalcitrants, peut ensuite prétendre prendre la tête de l'institution chargée de contrôler ces mêmes décisions. Mais Camilla n'entend pas cette explication de cette manière. Elle ne voit pas une procédure, elle voit un jugement. Et derrière ce jugement, elle croit percevoir une stratégie beaucoup plus ancienne, celle d'un système qui prépare progressivement l'ascension de Catherine. C'est à cet instant que la rivalité symbolique entre les deux femmes prend toute son ampleur. Catherine n'est plus seulement l'épouse de William. Elle incarne déjà, dans l'imaginaire monarchique, le visage de la prochaine génération. Sa popularité, ses engagements sociaux et son rôle dans les projets liés à la petite enfance lui ont donné une place croissante. Camilla, elle, appartient à un autre chapitre de l'histoire royale, plus chargé de controverses, de blessures anciennes et de réconciliations tardives avec l'opinion publique. Ainsi, lorsque Catherine obtient la présidence décrite par le document, Camilla ne perçoit pas seulement la perte d'une fonction. Elle croit assister au déplacement progressif du centre de gravité de la monarchie. Chaque responsabilité gagnée par Catherine peut lui sembler comme une preuve supplémentaire que l'avenir est en train de se construire sans elle.
Elle accuse donc William d'avoir attendu l'occasion de réduire son influence. Selon elle, les règles ne sont qu'un habillage administratif. La véritable bataille porterait sur la succession symbolique. Catherine serait installée peu à peu dans tous les espaces où l'autorité morale, institutionnelle et publique compte réellement. William, jusqu'alors retenu, commence à perdre son calme. Il défend son épouse et refuse qu'elle soit présentée comme l'architecte secret d'un complot. Selon lui, Catherine n'aurait ni demandé l'exclusion de Camilla, ni sollicité directement les administrateurs. Elle aurait simplement obtenu leur confiance après des années de travail. Puis vient une phrase particulièrement dure. Camilla serait entrée dans le processus avec son discours de victoire déjà écrit. Ce détail, tel qu'il apparaît dans le récit, agit comme une révélation psychologique. L'entourage de Camilla aurait effectivement préparé un texte commençant par une formule la présentant déjà comme la nouvelle responsable royale de la fondation. Ce discours n'était pas destiné à une candidature incertaine. Il semblait écrit comme si la victoire était acquise. Pour William, cela confirmerait le problème fondamental. Camilla ne voyait pas le processus comme une véritable sélection indépendante. Elle considérait la nomination comme la conséquence logique de son rang. Dès lors, l'échec n'est plus simplement une déception. Il devient la collision entre une attente personnelle et une institution qui refuse de transformer le statut royal en garantie automatique de pouvoir. Mais William n'a pas terminé. Il fait glisser vers Camilla un second document. Il s'agirait du rapport interne rédigé après la réunion de Kensington Palace, à partir du témoignage d'un membre senior de son propre entourage. Ce rapport évoquerait les listes de remplaçants préparées pour les administrateurs qui refusaient de se conformer aux souhaits de la reine. À ce moment-là, le visage du conflit change complètement. Camilla peut encore accuser William de froideur. Elle peut encore soupçonner Catherine de bénéficier de son exclusion. Mais il devient beaucoup plus difficile de parler d'une offensive entièrement extérieure lorsque l'alerte initiale serait venue de son propre bureau. Elle qualifie néanmoins cette dénonciation de trahison. Pour elle, un collaborateur ayant transmis de telles informations aurait franchi une ligne de loyauté. William, au contraire, considère qu'un membre d'une équipe a parfois le devoir de signaler une situation lorsqu'il estime qu'une institution est menacée. Derrière cette opposition se cache une question très moderne. La loyauté envers une personne doit-elle primer sur la loyauté envers les règles? Dans une cour royale traditionnelle, la fidélité personnelle était souvent l'un des principes centraux de l'organisation du pouvoir. Dans une institution contemporaine, la logique est différente. Collaborateurs, administrateurs et responsables sont théoriquement tenus de respecter des procédures, même si cela signifie résister à une personnalité extrêmement influente. Le récit utilise donc la crise familiale pour raconter une transformation plus générale de la monarchie. Le pouvoir n'est plus présenté comme une simple chaîne verticale descendant du souverain vers les autres acteurs. Il devient un réseau complexe d'organismes, d'équipes, de conseils et de règles capables, au moins en théorie, de dire non. Camilla refuse pourtant de croire que la décision soit définitive. Elle affirme que Charles renversera le processus lorsqu'il comprendra ce qui s'est réellement passé. C'est alors que William lui présente la dernière page. La signature de Charles apparaît au bas d'une déclaration de non-intervention. Le roi aurait examiné les règles du processus 2 jours auparavant et accepté formellement de ne pas intervenir dans la décision des administrateurs.
Cette signature représente probablement la blessure la plus profonde de tout le récit. Jusqu'à cet instant, Camilla pouvait encore croire que son mari viendrait la défendre. Après tout, Charles avait passé des décennies à soutenir leur relation face à une hostilité publique considérable. Il avait accepté de payer un prix immense pour qu'elle puisse progressivement trouver sa place dans la vie officielle. À ses yeux, cette histoire commune pouvait presque créer une certitude. Lorsqu'une crise surgirait, Charles serait toujours de son côté. Mais la feuille posée devant elle semble dire le contraire. Camilla demande alors pourquoi personne ne lui a parlé avant la réunion. La réponse de William est d'une brutalité presque désarmante. Charles était supposé le faire. La crise devient dès lors profondément conjugale. Camilla quitte William et se rend auprès du roi. Dans le document, Charles se trouve dans son bureau, entouré de dossiers qu'il a déjà examinés. Il ne manifeste ni surprise ni colère. Il sait pourquoi elle est là. Elle pose devant lui la déclaration portant sa signature et exige de comprendre pourquoi il est resté silencieux. Charles répond en invoquant l'indépendance de la Fondation. Il expliquerait qu'une organisation caritative associée à la famille royale ne constitue pas une propriété personnelle du monarque. Les administrateurs ont des responsabilités qui ne disparaissent pas simplement parce qu'une demande vient de la reine. Cette justification est capitale parce qu'elle place le souverain lui-même sous une forme de contrainte institutionnelle. Dans une vision ancienne de la monarchie, on pourrait imaginer le roi intervenant pour régler le conflit par autorité. Ici, le récit défend exactement l'idée inverse. Le roi protège sa crédibilité précisément en refusant d'utiliser son pouvoir. Camilla ne lui reproche pourtant pas seulement de ne pas avoir annulé la décision. Elle lui reproche de l'avoir laissé la prendre seule, devant des membres du personnel. Pour elle, le silence transforme une procédure administrative en humiliation personnelle. Charles reconnaît que son absence de la réunion a probablement aggravé cette impression. Il dit s'être retiré parce qu'il voulait éviter que la question de gouvernance ne devienne une confrontation conjugale devant les employés. Il aurait pensé que le secrétaire de Camilla la préparerait avant l'annonce. Mais cette prudence produit l'effet inverse. En cherchant à éviter une scène, Charles crée l'apparence d'un abandon. Camilla lui rappelle alors tout ce qu'elle a traversé à ses côtés. Les critiques, les scandales, les années d'hostilité et la lente reconstruction de sa réputation. Elle estime avoir démontré une loyauté presque absolue envers Charles et considère aujourd'hui que cette loyauté n'est pas réciproque. La réponse du roi est probablement l'un des passages les plus sévères du récit. La loyauté conjugale, affirme-t-il en substance, ne peut pas l'obliger à ignorer ce qui s'est produit à Kensington. Si des pressions ont été exercées sur les trustees et si des listes de remplacements ont réellement été envisagées, défendre Camilla contre toute conséquence aurait signifié placer leur mariage au-dessus des règles. Autrement dit, Charles trace une frontière qu'il n'avait peut-être jamais eu à tracer aussi clairement auparavant. Il peut protéger son épouse contre les attaques personnelles, mais il ne peut pas nécessairement la protéger contre les conséquences de ses propres décisions institutionnelles. Puis le récit ajoute un élément encore plus important. Ni William ni Charles n'auraient contrôlé le vote décisif. Un comité indépendant chargé de la gouvernance aurait examiné le dossier et choisi unanimement de restreindre la liste des candidats avant même que les deux hommes ne formalisent le processus. Cette précision affaiblit fortement l'idée d'un complot dynastique organisé par William pour favoriser Catherine. Elle transforme l'histoire en jugement collectif. Et surtout,
Charles révèle qu'une solution alternative avait déjà été proposée à Camilla. Une grande mission consacrée à la lecture et à l'alphabétisation, accompagnée de moyens financiers, d'une équipe et d'une visibilité nationale. Mais cette fonction ne lui aurait pas donné le contrôle des nominations ni des fonds protégés. Son bureau aurait refusé. C'est probablement ici que se trouve le tournant intellectuel du chapitre. Si Camilla voulait uniquement défendre l'alphabétisation, cette fonction aurait pu représenter une victoire importante. Le refus suggère cependant que l'enjeu n'était pas seulement la cause défendue, mais la capacité de décider. La question devient donc, voulait-elle une plateforme ou voulait-elle le pouvoir? Charles comprend que cette distinction est précisément celle qui inquiète les administrateurs. Une patronne peut inspirer, représenter et mobiliser. Une présidente exécutive peut orienter, nommer et contrôler. Or, c'est cette seconde dimension qui semble avoir déclenché toutes les inquiétudes. Face à son mari, Camilla commence alors à comprendre que le conflit dépasse largement Catherine. La princesse est peut-être la bénéficiaire visible du résultat, mais elle n'en est pas nécessairement l'origine. Derrière elle se trouve un comité, des administrateurs, des règles, des témoignages, et finalement la décision de Charles de ne pas intervenir. Dans cette perspective, la rivalité entre les deux femmes apparaît presque comme la surface d'un problème beaucoup plus profond. La monarchie est en train de redéfinir les frontières de l'autorité. Charles retire ses lunettes et tente de tendre la main vers son épouse. Camilla recule. Ce petit geste, dans la narration, résume la distance qui vient de s'ouvrir entre eux. Elle pose sa main sur la déclaration de non-intervention et lui demande, en substance, quelle place peut encore rester à la reine si Catherine représente désormais l'avenir. La question dépasse leur mariage. Elle touche au rôle même de Camilla dans une institution où l'héritier et son épouse occupent progressivement davantage d'espace, où les organismes caritatifs veulent affirmer leur autonomie et où l'autorité morale doit se gagner au lieu d'être simplement présumée. Au même moment, le transfert de pouvoir commence déjà. Les briefings stratégiques passent progressivement vers l'équipe de Catherine. La princesse reçoit les plans pluriannuels, les décisions urgentes et les dossiers préparatoires. Ce déplacement administratif est moins spectaculaire qu'une cérémonie, mais il est beaucoup plus concret. Celui qui contrôle les dossiers, les calendriers et les priorités contrôle en réalité l'avenir de l'organisation. Pour Camilla, la perte ne se mesure donc plus uniquement à un titre qu'elle n'a pas obtenu. Elle voit l'influence circuler sous ses yeux vers une autre génération. Et pourtant, Catherine elle-même ne semble pas vivre la situation comme une victoire. Devant la lettre de nomination, elle laisse le champagne fermé. Elle comprend que si elle célèbre trop vite, son succès deviendra publiquement indissociable de l'humiliation de Camilla. Mais si elle refuse le poste, elle risque également d'envoyer un autre message, celui selon lequel une pression familiale suffit à faire reculer une décision institutionnelle. Catherine se retrouve donc prise dans le même dilemme que Charles, mais sous une autre forme. Elle doit choisir entre l'apaisement personnel et la responsabilité institutionnelle. Finalement, elle décide qu'il est impossible de résoudre la crise uniquement avec des documents, des votes et des déclarations officielles. Avant que la nomination ne soit rendue publique, elle demande à rencontrer Camilla seule à seule, sans William, sans Charles, sans Trusté, sans conseiller. Cette fois, il ne s'agira plus de déterminer qui avait juridiquement raison. Il faudra savoir si deux femmes placées au centre de la monarchie peuvent trouver un équilibre
entre dignité, responsabilité et pouvoir. Et c'est précisément cette rencontre qui va ouvrir la dernière phase de l'histoire. Celle où la victoire de Catherine cessera d'être simplement une victoire, et où la défaite de Camilla pourra peut-être devenir autre chose qu'une humiliation. Et c'est précisément cette rencontre qui va ouvrir la dernière phase de l'histoire. Celle où la victoire de Catherine cessera d'être simplement une victoire, et où la défaite de Camilla pourra peut-être devenir autre chose qu'une humiliation. Lorsque Catherine entre dans le salon privé de Camilla, elle ne vient pas accompagnée de William, de Charles ou d'un conseiller juridique. Ce choix est essentiel. Jusqu'à présent, chaque étape du conflit a été dominée par des documents, des signatures, des procédures et des décisions collectives. Cette fois, il ne reste plus que deux femmes confrontées aux conséquences humaines d'une bataille institutionnelle. Camilla se tient près de la cheminée, encore blessée par ce qu'elle considère comme une mise à l'écart organisée. Catherine, elle, sait que la moindre maladresse pourrait transformer une crise déjà grave en fracture durable au sein de la famille royale. Elle commence par poser une limite claire. Elle n'a pas l'intention d'utiliser sa nouvelle fonction pour effacer Camilla ou réduire son rôle public. Mais elle ne renoncera pas non plus à la présidence de la Fondation, simplement pour produire l'apparence d'une paix familiale. Ce point est fondamental. Catherine refuse de transformer une décision institutionnelle en monnaie d'échange émotionnelle. Selon elle, abandonner le poste ne réparerait pas la blessure de Camilla. Cela affaiblirait surtout la crédibilité du processus qui vient de lui confier cette responsabilité. Elle rappelle également que la Fondation ne représente pas uniquement un jeu d'influence entre membres de la famille royale. Derrière chaque programme se trouvent des familles, des associations, des professionnels et des bénéficiaires qui dépendent de financements déjà engagés. Accepter la présidence signifie donc assumer la continuité de ses promesses. Dans cette perspective, Catherine transforme le débat. La question n'est plus de savoir qui mérite davantage de prestige, mais qui peut garantir la stabilité de l'organisation. Camilla ne se laisse pourtant pas convaincre immédiatement. Elle exprime une frustration plus profonde. À ses yeux, Catherine a toujours bénéficié d'une position particulièrement avantageuse. William mène les combats difficiles. Charles assume les signatures politiquement sensibles. Les administrateurs prennent les décisions impopulaires. Et Catherine, au terme du processus, apparaît publiquement comme la figure calme, raisonnable et incontestable qui recueille davantage de confiance. Cette accusation est importante parce qu'elle introduit une faille dans le récit trop simple d'une Catherine parfaitement passive. La princesse reconnaît d'ailleurs que le silence peut lui aussi devenir une forme de pouvoir. Ne pas intervenir directement dans une confrontation ne signifie pas nécessairement être totalement extérieure aux conséquences. Elle admet qu'elle aurait peut-être dû affronter certaines tensions plus tôt, au lieu de laisser William ou les responsables de la Fondation gérer seuls les désaccords. Mais Catherine refuse une autre idée. Protéger quelqu'un des conséquences de ses actes ne constitue pas nécessairement une preuve de compassion. Si les engagements pris envers les familles ont réellement été menacés, et si des trustés ont été soumis à des pressions, ignorer ces événements pour préserver l'harmonie familiale aurait créé un précédent dangereux. C'est alors qu'elle propose un compromis. Camilla pourrait jouer un rôle majeur dans un nouveau conseil consultatif consacré aux grandes campagnes sociales, notamment à la lecture et à l'alphabétisation. Elle disposerait d'une plateforme nationale, d'une équipe dédiée
et d'une influence réelle sur les orientations générales. Mais certaines limites resteraient non négociables. Elle ne pourrait pas contrôler les nominations des trustees, détourner les fonds déjà protégés ou restructurer librement le personnel de la fondation. Cette proposition est en réalité beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Elle tente de séparer deux notions que le conflit avait jusque-là constamment mélangées: l'influence et le contrôle. Influenceur signifie convaincre, représenter, attirer l'attention, mobiliser le public et soutenir une cause. Contrôler signifie décider seul, nommer, déplacer les ressources et imposer une direction. Le compromis proposé permettrait donc à Camilla de conserver une place importante sans remettre en cause l'autonomie institutionnelle défendue par les administrateurs. Après un long silence, Camilla reconnaît finalement une erreur décisive. Elle aurait confondu le rang avec la confiance. Devenir reine lui avait donné le sentiment qu'elle n'aurait plus à prouver sa légitimité à l'intérieur des structures liées à la couronne. Mais cette crise lui démontre exactement le contraire. Le titre peut donner une position publique exceptionnelle, mais il ne garantit pas automatiquement la confiance des institutions. Cette reconnaissance constitue le véritable tournant du chapitre. Camilla n'accepte pas immédiatement toutes les conditions proposées, mais elle promet de ne pas contester publiquement la nomination de Catherine. Avant que la princesse ne quitte la pièce, elle lui rend même une copie de la lettre de nomination et lui adresse une phrase qui marque symboliquement la fin de leur confrontation directe. Catherine ne doit pas se rendre plus petite, simplement parce qu'elle-même voulait occuper cette place. Il n'y a ni embrassade spectaculaire, ni réconciliation théâtrale. Les deux femmes restent prudentes, mais l'essentiel est acquis. Le conflit ne sera pas transformé publiquement en guerre ouverte. Le lendemain matin, pourtant, le secret sort du palais. La presse ne dispose pas de toute la complexité des discussions internes. Elle voit surtout une photographie. Camilla quittant une réunion par une entrée latérale, le visage fermé. Cette image devient immédiatement plus puissante que tous les mémorandums et toutes les explications administratives. Elle permet deux interprétations opposées. Pour certains, elle incarne une institution capable de protéger son indépendance. Pour d'autres, elle symbolise une reine humiliée et progressivement marginalisée. La Fondation officialise alors la nomination de Catherine. Le communiqué insiste sur son expérience, son engagement et la confiance des administrateurs, mais reste silencieux sur les raisons précises pour lesquelles Camilla n'aurait pas été éligible. Cette prudence protège la reine d'une condamnation officielle, mais elle crée aussi un vide. Et dans les crises royales, les silences sont rarement neutres. Lorsque les détails ne sont pas expliqués, l'opinion publique les reconstruit elle-même. Charles autorise également un message distinct, rappelant la continuité des engagements caritatifs de son épouse. Cependant, il refuse de présenter la décision comme un choix familial unanime. Ce détail montre qu'il veut éviter une falsification politique de la crise. La famille n'était pas unie derrière cette décision. Prétendre le contraire aurait peut-être protégé les apparences, mais affaibli la crédibilité du palais. Puis arrive la scène qui transforme progressivement l'image de Camilla. Elle se présente au premier événement organisé sous la nouvelle direction de Catherine. Elle ne revendique pas le siège central. Elle marche directement vers la princesse, lui serre la main devant les photographes, puis s'installe au second rang. Pour la presse, cette image remplace presque immédiatement celle de son départ en colère. Le symbole est puissant. Camilla n'a pas gagné la bataille institutionnelle, mais elle refuse de disparaître.
Sa réaction passe de la colère à l'endurance. Elle accepte publiquement une place moins dominante sans tenter d'effacer Catherine. Catherine, de son côté, ne manifeste aucun triomphalisme. Elle prononce son discours, présente les priorités de la Fondation et confirme que les programmes déjà engagés seront protégés. Elle met ensuite en place le conseil consultatif évoqué lors de leur rencontre privée. Camilla accepte finalement d'y participer comme figure centrale pour les projets consacrés à la lecture et aux communautés. Le compromis devient alors concret. Camilla conserve une influence nationale importante, mais les frontières sont clairement définies. Elle peut représenter les campagnes, défendre des causes et contribuer aux orientations générales. En revanche, elle ne peut pas nommer les trustés, réaffecter seuls des fonds protégés ou imposer une restructuration de l'organisation. Cette fois, elle accepte ses limites. Charles retrouve ensuite son épouse en privé et reconnaît une erreur. Même s'il considère la décision institutionnelle comme légitime, il aurait dû la prévenir avant la réunion. Camilla accepte cette reconnaissance, mais admet également quelque chose de plus difficile. Elle avait cru que son mariage avec le souverain la protégerait nécessairement de ce type de conséquences. Découvrir que ce n'était pas le cas avait été plus douloureux que la perte du poste elle-même. William, à son tour, vient lui parler. Il ne s'excuse pas d'avoir validé le processus, car il continue de croire que la décision était nécessaire. En revanche, il reconnaît que la manière dont Camilla a appris son exclusion était inutilement brutale. Elle lui répond avec la même franchise. Il avait raison sur le fond et tort sur la forme. Cette distinction résume parfaitement la conclusion du récit. Aucune des figures centrales n'en sort totalement victorieuse. Catherine obtient davantage d'autorité, mais comprend que le leadership peut être empoisonné s'il se nourrit de l'humiliation d'un autre. William protège l'indépendance de la Fondation, mais découvre que l'exigence institutionnelle ne dispense pas d'humanité. Charles place le devoir au-dessus de la loyauté conjugale immédiate, mais apprend que le silence peut détruire la confiance, aussi sûrement qu'une mauvaise décision. Camilla, enfin, perd une bataille de pouvoir, mais retrouve une place en acceptant une limite qu'elle refusait auparavant. Le dernier tableau est volontairement sobre. Lors de la première réunion du nouveau conseil, Catherine trouve Camilla déjà assise auprès des responsables de l'alphabétisation. La reine ne se trouve pas au bout de la table. Elle déplace simplement quelques dossiers pour faire de la place à la princesse. Catherine s'assoit. Les documents sont ouverts. Et le travail commence. C'est peut-être là que se trouve le véritable message de toute l'histoire. La monarchie décrite dans ce récit ne peut plus fonctionner uniquement selon le rang. Elle doit désormais distinguer le prestige de la compétence, la visibilité de la responsabilité et l'autorité héritée de la confiance acquise. Une couronne peut encore ouvrir presque toutes les portes, mais elle ne suffit plus nécessairement à garantir le siège situé au sommet de la table. Et dans cette transformation silencieuse se dessine peut-être la question la plus importante pour l'avenir de la monarchie. Non pas qui possède le titre le plus élevé, mais qui parvient, avec le temps, à mériter la confiance nécessaire pour exercer réellement le pouvoir.